5. Chapitre 5. Intuition et immédiat. Il n'y a d'intuition des vérités éternelles, ni en morale, ni en physique. Il n'y a pas d'identité du vrai et du bien, ni de maxime innée dirigeant le raisonnement spéculatif ou la pratique morale. Pas non plus de mots dont il ne faille examiner l'idée signifiée. Les figures diverses de l'immédiateté sont écartées dans les livres 1, 2 et 3. Et pourtant le livre 4 fait appel à l'intuition intellectuelle, dont Locke fait comme Descartes l'élément de toute certitude. Au-delà de tout raisonnement, il instaure un degré supérieur d'évidence, comparable à celle des anges. Est-ce contradiction et retour masqué de l'immédiat pourtant rejeté ailleurs, ou reconnaissance de la nécessité de partir d'un immédiat non discursif, ou encore reconnaissance ultime d'un anhypothétique qui échappe à tout critère parce qu'il est le critère. Il reste à dire ce qu'est l'immédiat licite, ce qui le distingue du mauvais immédiat, quel est son lien avec les affirmations universelles et le vrai. La distinction entre les deux formes d'immédiateté n'est pas thématisée par Locke. Pour nous, la distinction mérite pourtant examen. Comment rendre raison des affirmations capitales sur l'intuition qui ouvre le livre 4 et qui paraissent marquer une hésitation sur le statut du point de départ ? En quoi l'intuition intellectuelle admise au livre 4 diffère-t-elle du sens moral de la droite raison décriée au livre 1 ? Si l'intuition fonde toute connaissance, serait-ce qu'elle n'est que le redoublement au niveau de la proposition de l'immédiat qu'était la sensation au niveau de l'idée ? Locke semble d'ailleurs accorder l'essentiel lorsqu'il cite l'adage classique et qu'il critique ailleurs, selon lequel il faut bien partir d'un point accordé. On ne peut demander raison à l'infini. Et il faut accepter une limite dont on ne peut rendre raison, faute de quoi on sombre dans le scepticisme. Il y aurait au seuil de toute connaissance, puisque l'idée n'est pas de l'ordre de la connaissance, la perception du rapport entre deux idées, l'intuition immédiate de la proposition dans sa totalité, analogue en sa nature à la vision immédiate d'une chose. N'accepte-t-il pas ici l'immédiat qu'il refuse ailleurs ? 1. Intuition de l'idée ou du rapport entre idées. On sait qu'il n'y a pas chez Locke, pas plus que dans la logique classique ni que chez Descartes, de connaissance dans le domaine de l'idée, parce qu'il n'y a pas là de jugement. C'est un point important car il en découle que l'expérience qui fournit l'idée simple n'est pas le fondement de la connaissance. Si par connaissance on entend avec Locke la perception de l'accord entre deux idées, c'est-à-dire la perception de la validité du jugement prédicatif, et si par fondement on désigne le garant plutôt que la source, pourtant, Locke affirme au contraire que toute connaissance est fondée sur l'expérience, sur les idées simples, sur la sensation et la réflexion. Serait-ce que chez Locke, la garantie de la connaissance vienne de l'expérience et non de l'intuition ? Que Locke soit donc plus sensualiste qu'empiriste ? La difficulté tient uniquement à l'emploi des mots. Locke le disait déjà, il semble réserver fondement pour la sensation ou expérience et ne pas l'employer pour l'intuition dont il dit seulement que toute connaissance dépend. Il faut donc distinguer deux sens du terme fondement, le sens qu'utilise Locke et le sens courant de nos jours. Quand Locke parle de l'expérience comme fondement, le terme connote celui de matériau. L'expérience est le fondement en ce qu'elle est matériau qui conditionne la connaissance et la limite, mais ne produit pas la certitude essentielle à la connaissance. L'intuition, elle assure la certitude de la vision dont dépend toute autre certitude. La thèse qu'il critique, celle qu'il admet des maximes, au contraire associe dans l'intuition fondement et garant, et non matériau. La maxime n'est pas le matériau de la connaissance. L'expérience fournit des idées, non des propositions, et Locke conserve la thèse classique selon laquelle seule la proposition est de l'ordre de la vérité ou de la fausseté. L'expérience est donc l'origine, le matériau de la proposition et de la vérité, non le garant de la connaissance vraie. Paradoxalement, Locke, l'empiriste, rejoint ainsi Descartes pour affirmer que la vérité n'a pas son lieu dans le sensible, mais dans le jugement porté sur le sensible, jugement qui reçoit sa validité d'un acte de l'entendement, l'intuition et non du sens. La certitude ultime de la connaissance vient non de la sensation, mais de l'intuition, c'est-à-dire de la vision immédiate de la relation de deux idées, relation qui constitue le jugement, dans le vocabulaire de Locke, la proposition. Mais le parallèle avec Descartes ne peut être poussé plus loin. L'intuition de Locke n'est pas celle de Descartes, car l'expérience ne fournit pas un matériau neutre et l'entendement ne crée pas toute la garantie. Il la reçoit partiellement de l'expérience. L'intuition n'est pas création d'un rapport tout autre que celui qui existe dans l'expérience. L'entendement est non seulement actif, mais il est aussi passif. Et l'évidence qu'il saisit dans l'intuition n'est pas une évidence qu'il crée ex nihilo, c'est une évidence qu'il subit.
La vérité et l'intuition n'apparaissent qu'avec l'entendement, ce qui ne veut pas dire que l'entendement fasse autre chose que constater et certifier un rapport préexistant. L'assurance de la connaissance vient de la perception par l'esprit ou par l'entendement, perception du rapport entre deux idées, perception de l'identité ou de la différence entre deux idées. La question de la totale passivité ou de l'activité partielle de l'entendement est alors liée au statut des idées dont le rapport est intuitionné. Lorsqu'il s'agit d'intuition du rapport entre idées simples, l'entendement est entièrement passif. Lorsqu'il s'agit d'intuition du rapport entre idées complexes, l'entendement intervient par la constitution même des idées, et le rapport qu'il perçoit est partiellement au moins son œuvre. Mais dans tous les cas, puisque toute idée a une origine sensible, il n'y a de vérité et d'intuition de fondement garanti que par la double intervention de l'expérience et de l'entendement. Ce texte attribue la passivité au raisonnement entier qui se contente de mettre en évidence le rapport qui préexiste entre les idées, mais il est évident que c'est à l'intuition que revient l'essentiel de cette passivité. Ici, ce n'est plus Descartes qu'il faudrait évoquer, mais Kant, à condition de nuancer immédiatement le rapprochement, car si le sensible est matériau de la connaissance, il est nullement neutre. L'idée conditionne, mais ne nécessite pas de forme, les formes de mise en relation par l'entendement. Le rapprochement avec Kant serait ainsi à chercher plutôt dans la critique de la faculté de juger que dans la première critique. La forme de la relation introduite par l'entendement n'est pas en totale extériorité par rapport à une matière qui serait indéterminée. C'est bien entendu vrai de la conjonction des idées qui constitue l'idée complexe de substance, conjonction où l'entendement n'intervient pas au hasard mais selon un archétype. Mais c'est déjà vrai de l'idée simple de la comparaison et de l'abstraction, que lui fait subir l'entendement, la mise en forme et le fait de l'entendement, mais l'idée et l'expérience collaborent en acceptant d'entrer sous telle forme, en déterminant même la forme que constitue l'entendement. La meilleure preuve de cette dualité du fondement et de la garantie réside en ce que cet acte de l'esprit qu'est l'intuition est présenté comme proche de l'acte initial de discernement entre les idées, proche de la simple constitution de l'idée comme il est clair et déterminé, au point que ce discernement est condition nécessaire et source de connaissance. L'expérience et l'idée de l'idée est déjà connaissance, déjà intuition. Ce qui justifie un tel apparentement entre intuition et discernement, c'est d'abord que des deux côtés, il s'agit de perceptions secondes, portant sur les idées mêmes que convoient les sens, activité critique d'une part qui reconnaît l'erreur ou la confusion des sens, perception de l'accord de deux idées d'autre part, saisie reposant chaque fois sur la saisie antérieure des idées. C'est aussi que l'entendement des deux côtés intervient et compare les idées en présence. Et même si Locke parle d'activité, operation, la saisie de l'idée comme claire et distincte et l'intuition semble être un pur effet des idées perçues, car, dans l'intuition, l'esprit ne prend pas la peine de prouver ou d'examiner. Il perçoit la vérité comme l'œil perçoit la lumière du seul fait d'être orienté vers elle. La passivité de l'entendement dans l'intuition semble ramener l'intuition à ce qui a été condamné plus haut, la réception passive de principes par l'innéité, révélation ou enthousiasme, ce qui rendrait incohérente la critique de l'inné développée dans tout le livre 1. C'est l'utilisation de la métaphore de la vision passive, là où l'on s'attendait à une activité de l'entendement garantissant la vérité du rapport entre deux idées qui posent question. Il faut d'abord rappeler que l'identification de l'intuition et de la vision est déterminée par le terme latin lui-même, comme le souligne Descartes. En outre, la métaphore de la vision est constante dans l'histoire de la pensée, et même si Locke la critique ailleurs, il ne peut pas ne pas l'utiliser pour parler de ce qui est antérieur à toute analyse. C'est donc l'originalité de Locke dans l'utilisation de ce schème qui est instructive. Or, Locke suit d'abord Descartes dans sa définition, qui exclut l'usage analogique du terme s'appliquant aussi bien à la vision béatifique qu'à la vision sensible, et il le réserve à la connaissance intellectuelle élémentaire. Le fait de l'entendement pur et attentif qui naît de la seule lumière de la raison et qui, parce qu'elle est plus simple et plus certaine encore que la déduction. Mais ceci posé, l'originalité de Locke s'affirme. Si Descartes refusait d'entrer par sa définition dans les débats théologiques sur la vision de Dieu, il n'en admettait pas moins que l'intuition porta sur des vérités dites éternelles. Chacun peut voir par intuition qu'il existe et qu'il pense que le triangle est délimité par 3 lignes seulement. Locke pousse plus loin que Descartes la même exigence anti-réaliste. Il n'y a pas d'entité abstraite dont on puisse avoir l'intuition, pas de vérité éternelle qui puisse toute constituer faire l'objet d'une vision intellectuelle. Pour Locke, l'intuition ne peut porter ni sur des existences ni sur des idées. Elle ne peut porter que sur des rapports entre idées déjà données.
Si la saisie de Dieu hors de moi ne peut donc être intuitive, la vérité éternelle des rapports géométriques du triangle ou du cercle ne l'est plus. Locke le dit très clairement à un texte qui n'est pas assez remarqué. Il n'est situé ni dans l'exposé sur l'innéité, ni dans celui sur l'évidence. Les gens ont oublié la raison véritable de l'assentiment unanime envers ces propositions très générales qui passent pour des vérités innées, et ils l'attribuent entièrement à des impressions congénitales et identiques en tout, alors qu'en réalité, cet assentiment repose sur cette capacité qu'a l'esprit de discerner en toute clarté et grâce à laquelle l'esprit perçoit que deux idées sont identiques ou différentes. Il n'y a pas intuition de l'idée universelle de triangle ou de cercle, incluant de façon synthétique tous les rapports que la géométrie énoncera par la suite, et de même, ce qui importe plus pour Locke, il n'y a pas intuition synthétique de l'idée d'homme, incluant tous les devoirs moraux et religieux qui en découlent. Il y a donc bien deux conceptions de l'intuition, l'une conciliable avec les théories innéistes, et elle imagine possible la saisie de propositions entières, l'autre est opposée à l'innéisme, et elle constate que l'intuition opère sur des idées isolées déjà données. On objectera qu'au contraire, Locke suit partiellement Descartes et pose l'intuition possible de l'existence dans au moins un cas, le moi. Il faut reconnaître la difficulté et avouer que la présentation du chapitre 9 semblerait plus cohérente avec celle du chapitre 2 si Locke avait explicité son cogito en affirmant contre Descartes qu'il y avait intuition du rapport entre deux idées distinctes, l'idée de jeu et l'idée d'existence, mais il ne le fait pas. Néanmoins, ceci ne l'empêche pas d'affirmer peu après que les autres existences relèvent de la seule sensation. Aucune autre existence ne peut être objet d'intuition, et l'argument utilisé confirme la définition de l'intuition comme mise en connexion d'idées. Il n'y a aucune connexion nécessaire, dit Locke, entre l'existence réelle et l'idée qu'un homme a en mémoire. La conséquence est claire, le contenu d'une idée ne peut jamais impliquer son existence, et une vérité ne peut exister devant l'intuition sous prétexte qu'elle est évidente. Si le jeu existe, c'est qu'il n'est pas idée de mémoire, mais idée de sensation. Autre conséquence plus importante pour nous, rien n'existe dans le monde des vérités éternelles ou dites telles du seul fait de sa nécessité et qui puisse être objet d'intuition. 2. L'intuition, acte singulier sur des idées singulières. Locke distingue sa conception de l'intuition de celle de Descartes. Il la distingue plus explicitement et plus nettement encore de la conception scolastique. Par sa critique du syllogisme, il réfute l'évidence des premiers principes. Le premier argument a déjà été utilisé contre la conception cartésienne. Il n'y a d'intuition que du rapport entre idées, non de proposition fût-ce-t-il principe évident. Elle en découle un deuxième argument tiré de la réflexion sur la nature de cet acte d'intuition et sur la quantité des idées mises en relation. Les maximes qui servent de base au syllogisme sont universelles. Ainsi, il est impossible pour la même chose d'être et de ne pas être. Mais ces maximes ne sont pas objets d'intuition dans leur universalité, comme le croit la scolastique. Elles ne sont que des résumés d'intuitions multiples antérieures. Ce qui est perçu avec évidence par l'intuition, c'est le lien singulier entre des idées singulières, l'évidence que cette idée de tel homme est ce qu'elle est et qu'elle ne peut pas ne pas être. Il y a amalgame entre la distinction des idées et la connaissance, toutes deux objets d'intuition. Les vérités évidentes, objets d'intuition, sont donc singulières au sens où elles sont des occurrences diverses, des expériences singulières d'évidence, des saisies singulières de la relation unissant deux idées singulières. Locke ne sait pas que le thomisme accorderait sans difficulté ce point, ce qui n'accorderait pas, par contre, pas, c'est la conséquence qu'en tire Locke et qui lui est fondamentale puisqu'elle rend impossible toute forme d'existence objective de l'universel. Ces intuitions servent de maxime par abstraction de cette particularité, abstraction dans une optique purement mnémotechnique et nominaliste, et non abstraction d'un universel formellement présent dans l'énoncé. Pour saisir ce point peu apparent, il suffit de se référer à la conception lockienne de l'abstraction, parfois mal comprise. L'idée abstraite est pour Locke un acte plus qu'un objet de pensée. Il s'agit de la considération abstrayante d'une idée singulière. L'objet de l'intuition est donc le rapport entre deux idées singulières, même si l'idée sert de représentant à l'idée la plus générale, abstraite et compréhensive. Il s'agit d'une occurrence singulière de l'idée considérée abstraitement. En outre, l'acte d'intuition est lui aussi un acte singulier de perception de l'accord ou du désaccord entre deux idées singulières.
Telle idée de tel homme et telle idée de tel cheval sont perçues à tel moment comme distinctes. L'intuition est une perception singulière, effective du rapport entre les deux objets que sont les idées présentes à l'esprit. Idée singulière de relations éprouvées de façon neuve à chaque fois, mais que la maxime résume en un condensé d'expériences comme le nom résume les actes multiples constituant des idées abstraites. L'intuition est donc en elle-même un acte de pensée chaque fois renouvelé. C'est pour cette raison que Locke peut affirmer qu'il y a une multitude de propositions qui ont le même statut d'évidence par soi que les principes ou maximes. C'est ce qui ressort de la comparaison la plus explicite entre la méthode des idées de Locke et la méthode de la raison de l'école, représentée ici par Stillingfleet. Votre Seigneurie et moi sommes d'accord, cette proposition, tout ce qui est un principe de la raison ou une maxime, mais ma méthode de certitude par les idées est que la certitude de cette proposition consiste en ceci, qu'il y a une connexion perceptible ou agrément entre l'idée d'être et l'idée d'être, comme c'est exprimé dans cette proposition. Ce que Stillingfleet entend par axiome, c'est une évidence intemporelle existant en soi dans la pensée divine, et pour cette raison secondairement saisie par l'entendement humain. Ce que comprend Locke, c'est que l'occurrence de la perception du rapport entre les idées concrètes utilisées comme abstraites est à chaque fois renouvelée du fait de la nature même des idées. L'évidence n'est plus une qualité intrinsèque de la proposition, mais un acte de l'entendement humain qui intuitionne. Là est la révolution critique contre la conception scolastique de l'universel que Locke pousse plus avant que Descartes, la création des vérités dites éternelles. L'artificialité que Descartes avait placée en Dieu glisse chez Locke de Dieu à l'homme. Dans un autre langage, il n'y a que des tokens d'intuition non des types, comme le croit Stillingfleet. Pour une raison analogue, la foi, l'interprétation et sans doute aussi le consent politique seront des actes individuels de saisie de l'accord entre diverses idées. Cette explication peut rendre raison des vérités générales, des principes évidents par soi, tout en faisant l'économie d'un univers des vérités éternelles. Expérience limitée donc à ce cas particulier, comme pour l'abstraction, ce n'est que grâce à la mémoire que l'on peut pérenniser cette perception instantanée, se souvenir de son évidence, l'utiliser comme signe pour d'autres expériences, et l'incarner dans un nom ou une maxime. Cette évidence particulière peut servir de signe pour d'autres rapports analogues, et en ce sens être elle-même abstraite de l'évidence perçue en telle occurrence. Il faut pourtant garder à l'esprit cette origine concrète. Bien que la relation soit externe aux termes qui sont mis en relation, la relation se termine toujours aux idées qu'elle relie et donc à leur singularité. Aussi est-il illusoire d'espérer se libérer de cette limite fondamentale et de transposer en vérité intemporelle ce qui est le fruit d'un acte singulier de l'entendement, fût-il étendu au-delà de l'instant par la mémoire et le langage. L'intuition est ainsi tout autre que l'intuition cartésienne et que l'intuition scolastique. Il y a certes des propositions évidentes par soi. Locke proteste vivement lorsque Stillingfleet identifie maxime abstraite et propositions évidentes par soi, comme si le refus des premières impliquait le refus des secondes. Au contraire, les premières sont inutiles et les secondes indispensables à chaque étape du raisonnement. Aucune connaissance n'est possible sans elle, mais ce qui distingue les principes ou maximes de la scolastique et les propositions évidentes par soi de Locke, c'est que les dernières ne sont ni normes ni fondements. Elles sont des instances singulières qui paraissent évidentes pour elles-mêmes à chaque fois qu'elles sont utilisées, alors que chez Aristote ou Descartes, l'ordre de l'ensemble du savoir reposait sur un universel objectif, toujours déjà là, forme dégagée pour le premier, mathésis universel garanti par le Créateur pour le second. L'ordre de la connaissance s'appuie chez Locke sur une sorte de création continuée. L'acte d'intuition constamment renouvelé est seul garant de la vérité, parce qu'il est acte suprême de l'entendement que Dieu a donné aux hommes. La vérité évidente, la maxime, n'est pas fondement au sens contemporain du terme, car il n'y a plus de fondement. Seul l'acte de l'entendement qu'est l'intuition assure sans fonder la démarche de la constitution du savoir. À la recherche d'un fondement, il faut substituer une démarche de preuve assurée sur l'intuition. Il y a donc bien dans la connaissance un immédiat, mais c'est l'immédiateté d'un acte et d'une fonction qui sert d'assurance, non pas l'immédiateté d'un contenu qui puisse servir de fondement. Cet immédiat ne peut être dépossédé de sa prérogative par un principe, par une maxime, par une vérité universelle. Cet immédiat, c'est l'acte même de l'entendement qui saisit l'accord entre les choses par l'accord entre les idées. La certitude a son assise non pas dans un principe objectif auquel elle serait asservie, mais dans la forme de l'exercice de l'entendement.
Une pensée totalement sécularisée ne pourrait accepter un tel empirisme. Seule la confiance en un Dieu présent par l'étincelle divine en nous, qu'est l'entendement, peut assurer la démarche. Mais l'homme déchu risque toujours d'outrepasser les bornes mises à l'utilisation de cette lumière. Critiquer le savoir, ne pas l'assurer sur un fondement, mais par le seul exercice de l'entendement sur le donné des sens, c'est la discipline que trace la genèse modèle du savoir qu'est l'essai. Le livre suit la démarche de l'homme selon Dieu. Dans les incidents pédagogiques, notamment à la fin de chaque livre, Locke prend en charge l'homme réel et pécheur et lui montre la voie qui rejoint la genèse théorique et fondatrice, un peu comme des scolies s'ajoutant aux démonstrations d'une éthique. Intuition et morale 3. De cette critique de l'intuition, de cette élaboration de l'intuition authentique, Locke tire des conclusions qui concernent la morale autant sinon plus que la science. Les controverses n'ont pas tardé après la publication de l'essai qui accusait Locke de miner toute science et toute religion par sa critique de l'intuition des maximes, comme par sa critique de l'inné. Et Locke, dans sa longue réponse, amplifiée encore dans les éditions postérieures à la controverse, n'atténue jamais son refus de l'intuition de vérité première. La maxime, éventuellement innée, est un moyen mnémotechnique artificiel qui est pris illusoirement pour origine et pour fondement de toute connaissance. La confusion entre l'origine et le fondement intellectuel n'est donc pas le fait de Locke, mais celui des classiques. Dissocier les deux, montrer que la certitude repose sur l'entendement et non sur un énoncé fondateur, c'est assurer une morale, une religion et une science, fussent-elles limitées. Quelle peut être alors la fonction de l'évidence mémorisée et abstraite qu'on dénomme maxime? Elle résume un savoir acquis par d'autres voies, ce qui peut être utile en mathématiques, car il y abrège le raisonnement, ce qui est par contre nuisible en morale ou en théologie, où la maxime évite l'examen, alors que la démarche de la preuve individuellement reprise y est essentielle. Deuxième conséquence, aucune affirmation sur l'homme réel ne peut faire l'objet d'une intuition, aucune idée synthétique d'homme ne peut non plus être donnée par intuition, pour qu'il suffise ensuite d'analyser l'idée dans ses rapports internes afin d'en dégager une morale et une religion. C'est à l'observation de recenser les qualités appartenant à tel homme singulier et au jugement de les associer à un savoir probable, comme il le fait pour toute idée de substance. De même, le savoir sur l'âme et sur l'esprit ne relève pas de l'intuition. Il ne peut s'agir que de déduction, d'association incertaine d'idées simples en idées complexes. Le savoir qui en découle ne pourra jamais être une connaissance assurée, associant normes et empirie, ce à quoi prétendent les religions établies, et ainsi écarter toute possibilité de bâtir une morale sur le réel des substances. Aucune proposition morale ni théologique ne peut avoir pour origine une vérité en soi immédiatement perçue, et aucun devoir ne peut découler de la connaissance de la nature des choses. Deux formes de savoir moral demeurent donc possibles. Le premier relève de la déduction et peut atteindre la connaissance certaine, mais il ne s'agit alors que de mise en relation entre essences nominales. Le savoir qui en résulte est théorique. En contrepartie, ce savoir a la même certitude que le savoir mathématique. Comme lui, il associe des modes mixtes. L'autre savoir moral est constitué d'énoncés de faits liés à l'expérience. S'il s'agit de propositions particulières, elles conservent l'assurance que leur confère la sensation. Si ce sont des propositions universelles, les seules concernées par la morale, leur côté instructif est compensé par leur simple probabilité. Hume explicitera cette distinction par l'opposition entre relation d'idées et relation de faits. Comme l'évidence intuitive, il n'y a non plus aucune part, leur absence de certitude leur ôte toute prétention à la normativité. L'exclusion de toute intuition des vérités universelles a donc pour conséquence de préciser très strictement le cadre de toute réflexion morale et théologique. La pensée morale relève soit d'un discours déductif certain mais nominal, soit d'un discours empirique et réaliste mais seulement probable dès qu'il dépasse le cas singulier. La première illustration que l'on trouve chez Locke est significative. L'application est faite à la religion naturelle et notamment au cas de l'homme, en des termes que l'on pourrait croire adaptés à nos problèmes contemporains. On croit pouvoir raisonner en ces termes. Il est impossible pour la même chose d'être et de ne pas être. Donc un noir n'est pas un homme, ou encore un fœtus, un enfant, un changeling ne sont pas des hommes. Mais jamais un axiome logique n'a pu transcender le niveau logique et impliqué de l'existentiel en prouvant que quelqu'un, qu'il est un homme. Les conséquences morales qu'on croit pouvoir tirer d'un tel principe sont nulles et la morale ne peut être immédiatement fondée ainsi.
Elle ne peut être que le fruit d'une déduction conjuguant le nominalisme des modes mixtes et le réalisme de la sanction effective. Nous sommes désormais libérés de l'exigence d'une vérité première. L'activité de l'entendement sur le sensible est seule à même d'assurer la constitution du discours moral. Mais il reste à décider entre les deux formes de discours que peut produire l'activité de l'entendement, soit le savoir probable qui observe le besoin de plaisir et la fuite du mésène pour en tirer des leçons sur le plus grand plaisir possible, soit le savoir certain parce que déductif qui produit une connaissance de la loi morale parfaite. La fuite du mésèse, pas mésène. Mésèse, M-E accent aigu, S-A-I-S-E. Vieillie, situation dans laquelle on est privé d'aise, de bien-être, de confort physiquement ou moralement. Mésèse.